Vous allez dans un navigateur web dans Google et vous allez taper le nom d'un sujet qui vous intéresse. J'ai tapé ici par exemple Garden. C'est intéressant on est quasiment sûr d'avoir des choses qui vont être intéressantes pour les expériences qu'on va faire là maintenant. C'est une photo? Une photo qu'on va chercher, oui. Et j'ai tapé public domaine entre guillemets. C'est une des manières de trouver sur le web des images que j'ai le droit d'utiliser. Donc j'ai tapé public domaine entre guillemets, écrit comme ça, donc en anglais. Est-ce que ça vous dit quelque chose, le domaine public? Oui. Donc après la mort de l'auteur d'une œuvre, l'œuvre tombe à un certain moment dans le domaine public. Ou alors, les personnes peuvent, dès le départ, une fois qu'elles ont pris une photo, même sans avoir besoin de mourir, elles peuvent dire que la photo, ils l'offrent au domaine public. Donc, alors, régulièrement, on a des bibliothèques, notamment américaines, mais pas seulement, qui annoncent que, voilà, on vient de faire tomber dans le domaine public X dizaines de milliers de photos. Donc, vous avez de plus en plus de photos dans le domaine public, bien entendu. Ah, oui, Internet Archive, pour les vidéos notamment. Oui, oui. Alors. Ah. Pas nécessairement, puisque ça peut être des... Alors, je vous montre un truc ici sur Wikipédia français. C'est rare quand j'utilise Wikipédia français, mais ils ont... pour la propriété intellectuelle, ici, le domaine public, ils ont un schéma qui est intéressant. L'évolution de la durée du droit d'auteur. Donc, on voit que ça suit la courbe de l'espérance de vie. vous avez en bleu l'espérance de vie. On voit qu'en 1791, l'espérance de vie était à peu près de 34 ans. On ne s'en rend pas compte, mais plus on avance dans le temps, plus les gens vivent vieux, en fait. Hein. Et maintenant, on est à peu près à presque 80 ans en fait. Hein. Donc les gens vivent à peu près 80 ans ici en 2011. Ça s'arrête en 2011 le schéma. Donc voilà. D'ailleurs, ceci dit en passant, on dit de plus en plus que les personnes âgées, ça va vraiment être un public, une manne de clients de plus en plus importante à l'avenir. Dans les 10-20 ans qui viennent, il va y en avoir de plus en plus. Et s'adresser à eux, ça va devenir... Ça l'est déjà, oui, mais ça n'a pas toujours été. Hein. Et donc, en vert, ici, vous avez le nombre d'années qu'il faut attendre pour qu'une œuvre tombe dans le domaine public. Et donc, actuellement, on est à 70 ans, voilà. Ceci dit, il y a des exceptions, il y a des marques, notamment Disney, qui se battent pour que ça n'arrive pas. Voilà, bon, mais... Et le droit n'est pas le même partout dans le monde, mais en tout cas, voilà, je trouve que le schéma est intéressant de voir qu'au fur et à mesure que les gens vivent vieux, on augmente également la durée du droit d'auteur. Ok, donc, une fois que vous avez ça, vous allez dans les images. Ah, mais oui, mais il y a quelque chose... On va voir ça un peu plus là, ça va. On va voir ça. Et vous allez avoir un petit problème sans doute à un certain moment. Bon, alors jetez un petit coup d'œil ici, je suis dans Firefox, vous êtes dans quoi vous? Vous êtes dans quel navigateur web? Safari, ok. Bon, alors, il y a un petit problème sur Google Images, c'est que auparavant, quand on cliquait sur une image, on avait un bouton qui permettait de télécharger l'image, de la voir en haute définition. Vous ne l'avez plus, ce bouton. Normalement, quand vous cliquez sur une image, vous n'avez plus le bouton qui permettait de voir l'image en haute définition en grand et de la télécharger en haute définition en grand. Ben, ça, c'est un problème. Alors, regardez ici, sur mon navigateur web, j'ai un bouton qui a été ajouté. C'est en allemand, donc ça veut dire aller chercher l'image. Et ça permet, quand je clique là-dessus, de voir l'image en haute définition. Je peux même cliquer avec la loupe. Voilà, c'est de la haute définition. C'est celle-là, évidemment, qu'il faut télécharger. Ce n'est pas la petite image qu'on a ici dedans. Il est possible que si j'essaie de télécharger ça, ça ne va pas bien marcher. Alors, je vais faire le même test dans Chrome pour vous montrer que si je suis dans Chrome, j'ai également ajouté cette extension. Est-ce que vous avez un autre navigateur à part Safari? Vous avez
Firefox qui est installé ou Chrome? C'est installé. Il faut les droits d'administrateur. Et est-ce que vous avez déjà Firefox ou non? Oui, non, il n'y a pas Firefox ou Chrome installé. On peut les installer. Voilà, on va voir. Alors là, je suis dans Chrome. Alors, faut une version portable. Voilà, dans Chrome, j'ai ici un bouton que j'ai fait ajouter. Comme dans Firefox, le bouton en allemand, là, je l'avais fait ajouter. C'est une extension. J'ai ici dans Chrome View Image. C'est un bouton qui me permet de voir en haute définition l'image. Bon, celle-là n'est pas haute définition, mais il y en a d'autres qui le sont certainement. Voilà. Bon, celle-là n'est pas du domaine public, clairement. Bing, ça n'a rien changé. Oui, vous pouvez utiliser Bing éventuellement. Un jardin obligé. Les jardins, ça marche bien. Mais vous pouvez utiliser autre chose. Voilà, dans Bing. Alors, ce qui serait bien, ce serait quand même de prendre une image vraiment haute définition. En largeur et hauteur, vous pouvez taper minimum 1500 sur 1500 par exemple. Vous voyez? Là, je suis dans Bing, j'ai filtré ici. J'ai ajouté les filtres, comme dans Google, on peut le faire. Et voilà. « 1500 sur 1500, c'est bien. » Voilà, je n'utilise pas souvent Bing, alors je ne suis pas certain d'avoir réussi à télécharger l'image vraiment en haute définition. Je vais juste l'ouvrir dans Photoshop et je vais regarder ça. Alors, quand vous ouvrez une image qui vient du web, vous avez souvent ce genre de message ici. On va choisir préférer le profil incorporé, sRGB. Préférer le profil incorporé, ou vous pouvez choisir ce que vous voulez, mais après il va falloir faire une opération alors. On l'ouvre dans Photoshop ou... Oui, vous l'ouvrez dans Photoshop. Oui, 2 minutes. Moi, j'ai pas de... Voilà, c'est bien l'image haute définition, donc faire un clic droit dans Bing, je recommence, hein, faire un clic droit et télécharger l'image, ça fonctionne bien. Clic droit, enregistrer l'image sous, ça marche pas mal. Et du coup, pour ça... Faites ça avec 3-4 images. Bon, cliquez sur ce que vous voulez, en fait, sur le message qui apparaît. Je vais vous dire après ce qu'on va faire. Ok, j'ai été chercher 3 autres images que je vais ouvrir dans Photoshop également. Oui, prenez plusieurs images. Donc, vous avez sans doute un message, peut-être, parfois vous avez un message, cliquez sur OK. Je vous explique.
Alors vérifiez bien que vous avez téléchargé des images qui sont vraiment en haute définition, parce que sur les 4 que j'avais téléchargées, il y en a 2 qui n'étaient pas vraiment en haute définition. Et comme vous dites, Eh bien, il faut cliquer ici à cet endroit-ci dans Photoshop et vous voyez la dimension largeur, hauteur. Même chose si vous allez dans le menu Image, taille de l'image. Vous avez, quand vous choisissez à ce moment-là Pixel ici, vous avez la largeur et hauteur en pixels. Mais le plus simple, c'est encore de cliquer sur la petite case là en bas à gauche et vous avez les infos. à partir de quand vous considérez que c'est à de la haute définition? Donc plus de 1500 sur 1500, c'est ce que j'ai demandé dans Bing là. Tu dis 1920 fois 1080, c'est pas de haute définition? Alors, Concrètement, non. 1080 sur 1920, c'est de la haute définition quand on parle de vidéo, oui, c'est la norme HD. Mais on peut trouver des images qui sont bien au-delà sur l'Internet. Hein. Enfin, c'est déjà pas mal pour l'exercice qu'on va faire ici. Donc, vous avez une image ouverte dans Photoshop. Vous allez enfoncer la touche F sur le clavier de manière à l'afficher en plein écran. Maintenant, avec la barre d'espacement sur le clavier, vous pouvez la bouger comme vous voulez, bien entendu. Zoomer en arrière, en avant avec la roulette de la souris. On est d'accord? Donc, touche F pour faire placer plein écran. Barre d'espacement sur le clavier pour appeler la main et pour pouvoir bouger comme on veut l'image. Donc, quel que soit l'outil qui est activé dans la palette des outils, en enfonçant la barre d'espacement sur le clavier, ça appelle la main. Voilà, c'est la manière la plus agréable de travailler dans Photoshop. Hein. En affichant l'image plein écran, vous pouvez la bouger comme ça, comme vous voulez dans sa fenêtre. Bien. Alors donc, on a une image haute définition et on en voudrait une version plus petite. On va voir ici des notions très intéressantes que vous ne connaissez sans doute pas dans Photoshop. Donc, open your eyes, ouvre tes ouilles. Ça va être intéressant. Bien. Dans la palette des calques, vous allez dans la palette des calques de Photoshop. On va transformer le calque ici qui s'appelle arrière-plan. On va le transformer en un objet dynamique en faisant un clic droit, convertir en objet dynamique. Clic droit, convertir en objet dynamique. Vous avez une petite icône qui apparaît en bas à droite de la vignette du calque et qui indique qu'il s'agit d'un objet dynamique. Qui a déjà utilisé ici les objets dynamiques de Photoshop? 2 personnes, ok. C'est apparu avec la version CS4 de Photoshop et c'est vraiment extrêmement intéressant. C'est une révolution au niveau de la manière de travailler dans Photoshop, les objets dynamiques. Et quand on exporte un fichier illustré. Alors attention à ceci, sur un objet dynamique, dès que vous essayez de modifier les pixels, ça va vous proposer de transformer le calque en pixels. Par exemple, si je prends le pinceau et que je clique sur mon image ici, vous devez pixeliser cet objet dynamique avant de continuer. Surtout, ne faites pas ça. Cliquez sur Annuler. Mais donc, je vous dis tout de suite que quand vous allez essayer d'utiliser certains outils sur un objet dynamique, vous allez voir ce message et vous avez l'impression qu'il faut le faire. Sauf que non, ça va tout foutre en l'air. Ne le faites pas. Alors, le principe de l'objet dynamique, c'est un calque conteneur. Tous les pixels de l'image sont là-dedans. Résultat, si je redimensionne l'image, ce qu'on va faire ici, on va aller dans le menu Image, taille de l'image. Image, taille de l'image.
Est-ce que vous avez tous ceci qui est enclenché, le moteur de multiplication et de division du nombre de pixels dans les images Photoshop, le rééchantillonnage? Si on veut modifier le nombre de pixels dans une image, c'est ce qu'il faut faire. Donc j'ai actuellement chez moi une image de 2600 pixels sur 1900 à peu près. Et vous devriez avoir le pourcentage qui apparaît ici. On est en train de modifier la taille de l'image en pourcent, on est d'accord? Bon, ben tapez 10. À la place de 100, vous tapez 10. Alors, si je mets l'image à 10%, combien de fois moins j'aurai de pixels dans l'image une fois qu'elle aura été réduite? 10 fois 10 fois moins? Ils sont tous là, ils sont juste resserrés. Bah, divisé par 10, quoi. Ouais, c'est divisé par 10. Combien je vais voir de pixels en moins 1000. Alors, si je mets 25%, C'est un pourcentage, c'est pas en pixels. 25%, si je réduis la taille de l'image à 25%, ils seront toujours là parce qu'ils sont dans un objet dynamique, mais je ne vais pas les voir tous. 25%, ça fait combien de fois moins de pixels? 80. À la base, il y a combien de pixels au total? Bah, à la base, chez moi, il y en a 2635 sur 1942. Ouais, donc 2635 divisé par. Non, mais ça, c'est une question intéressante. Parce que tout le monde se plante là-dessus. C'est logique, parce que divisé par 4, c'est 25% par rapport à ça. Voilà. Eh bien, vous avez faux, et ça, c'est un problème d'école primaire. Si vous avez un carré de 2 cm sur 2, non, de 4 cm sur 4, un carré de 4 cm sur 4, vous le réduisez à de 25% en largeur et hauteur. Il devient de 1 cm sur 1, on est d'accord. Un carré de 4 sur 4 devient 1 sur 1 si je le réduis à 25%. C'est combien de fois moins? 4 fois? Ce ne serait pas plutôt 16 fois? À la base, c'est 4. On n'a plus que 1, donc c'est 4 fois. On parle en nombre de pixels. Il faut réfléchir en surface. Il faut réfléchir en surface. Allez. On a ici un local de 10 mètres sur 10, on va dire. D'accord? Et on va le réduire de 5 dans un sens et de 5 dans l'autre. On obtient 2 sur 2. On a perdu, il y a 25 fois moins de surface. Oui, mais c'est la même chose ici. Si je mets 25% ici, ce n'est pas 4 fois moins de pixels que j'ai, c'est 16 fois. Si je mets 10, ce n'est pas 10 fois moins de pixels, c'est 100 fois moins. Ah ben oui. Donc il faut réfléchir en termes de surface. Ben d'ailleurs, la preuve. 2635 sur 1942. Ça, c'est la taille de l'image. Si je mets 10, 264 sur 194. C'est 100 fois moins. C'est 10 fois moins en largeur et hauteur, mais sur la surface, ça fait 100 fois moins. Donc, il faut y penser à ça. Bon, faites ça, faites à 10%. Mais vous en faites pas, tout le monde se plante là-dessus, hein, sur le nombre de pixels. Donc on est à 10%. Oui, mettez 10% et validez. Et rééchantillonnage automatique. Donc, quand je ne dis rien, c'est qu'il ne faut rien faire. C'est vrai, mais sur le Parce vote, que j'ai vu que c'était affiché autre chose. Ah, c'est d'accord. La résolution, il faut la mettre à combien? La résolution n'a aucune importance dans Photoshop. 300. Ça, c'est une chose que je vous apprendrai dans Photoshop. La résolution n'a strictement aucune importance. Je peux vous sortir une image à une résolution de 1 pixel par pouce qui sera meilleure qu'une qui aura 300 pixels par pouce. Ça n'a aucune importance. Mais on en parlera, hein, ça fait partie de la liste des choses dont il faut qu'on parle. Non, c'est toujours un gars. C'est quelque chose dont on parlera. Et il y a beaucoup d'infographistes qui ne comprennent rien à ça. Résultat, ils font des choses superbes et quand ils veulent sortir ça sur papier, ça devient pourri parce qu'ils font une opération qui fout tout en l'air. Donc voilà, vous avez 100 fois moins de pixels, on est d'accord. Vous avez appliqué 10% de taille, vous avez 100 fois moins de pixels, vous zoomez pour regarder un peu à quoi ça ressemble. Et bien voilà, vous devriez voir qu'au niveau qualité de l'image, c'est pas génial. c'est pour faire des miniatures qu'on peut que c'est des fois. Voilà, c'est une taille de vignette, de miniature en effet. Mais étant donné qu'avant de faire la réduction, on avait mis les pixels dans un objet dynamique,
Si je multiplie maintenant la taille de l'image, à nouveau, bien sûr, vous allez dire, on pourrait faire CTRL-Z. Mais faisons le test ici. Je retourne dans Image, taille de l'image. Je vais mettre 1000%, donc multiplié par 10 en largeur et hauteur. Obtenir 100 fois plus de surface. Je reviens à mon nombre de pixels original. OK. Eh bien, contrairement à ce qu'on pourrait croire quand on regarde la petite prévisualisation ici, vous voyez que si je n'avais pas mis dans un objet dynamique, ceci deviendrait réellement ça dans l'image agrandie, sauf que ça a été mis dans un objet dynamique et c'est un résultat différent de ça que je vais obtenir. Ça, c'est Photoshop qui tente de démarrer de peu de pixels et de recréer des pixels artificiellement, mais non. OK. Voilà. Regardez la fameuse maison qui apparaît, cette grumeleuse là dans ma boîte taille de l'image, elle est nickel. Hein. J'ai retrouvé tous mes pixels. Donc vous avez compris le principe de l'objet dynamique déjà. C'est un intérêt des objets dynamiques. Quand vous avez un calque ou une image sous forme d'objet dynamique, vous pouvez le redimensionner autant de fois que vous voulez, tous les pixels originaux restent dedans. Ça l'enregistre. Ça s'enregistre dans le fichier, bien sûr. Non, je veux dire, on l'a. On peut enregistrer, fermer, réouvrir et faire l'opération de 1000%, ça marche. Ils sont là, ils sont dedans, oui, oui. OK. Alors, vous allez maintenant chercher une fenêtre qui s'appelle Navigation. Voilà, vous la détachez. Alors, cette fenêtre permet de naviguer facilement dans les images, bien sûr. Quand on zoome, hein, quand vous avez zoomé dans une image, vous avez un petit rectangle qui vous montre là quelle est la partie de l'image que vous êtes en train de voir et vous pouvez bouger, voyager dans l'image comme ça. C'est très pratique quand on a des images qui présentent des objets très similaires quand on veut naviguer dans une partie de l'image ou l'autre. Alors cette palette navigation, elle s'agrandit. Hein. Si vous voulez, vous mettez la petite case en bas à droite là et vous pouvez agrandir. Si vous avez même plusieurs écrans connectés à votre ordinateur, vous pouvez la mettre sur un seul des écrans et ça vous permet de naviguer dans les images en permanence. Très pratique. Alors vous allez jouer sur le curseur et vous allez décider à quelle taille vous voulez votre image dans votre projet multimédia qui s'affichera sur un ordinateur, on va dire, dans un premier temps. Donc vous jouez sur le curseur et vous choisissez à quelle dimension vous voulez votre image. Bon, il faut qu'elle n'occupe pas tout l'écran, bien entendu. Faites-la assez petite, imaginez que c'est pour montrer sur un site web. Et l'image va être entourée avec du texte, donc voilà. Donc vous voyez, ça permet de dynamiquement choisir la dimension de l'image qu'on veut. C'est assez sympathique, ce petit curseur. Ok, je vais dire que c'est ça qu'il me faut. Une fois que vous avez ça, vous allez faire ceci. Vous allez sélectionner le pourcentage qui est indiqué en bas à gauche dans la boîte navigation. Ne sélectionnez pas le signe %, sinon il faudra l'enlever après. Voilà. J'ai sélectionné ça, vous le copiez, à commande C, et on va réellement faire en sorte que l'image ait cette dimension-là maintenant. Vous allez dans le menu Image, taille de l'image, et ici, au pourcentage ici, vous allez coller la valeur, voilà. Dans mon cas, c'était donc 28,65, mais voilà. OK. Bien, on n'a plus besoin de la palette navigation. On va double-cliquer sur l'outil main dans la palette des outils. L'outil main, vous double-cliquez sur lui. Comme ça, l'image apparaît. Elle n'apparaît pas. Eh bien. Il faut mettre la valeur qu'on a dans... Double-cliquez sur la loupe. Non, je me suis gouré, c'est pas la main, c'est la loupe. Double-cliquez sur la loupe. Ok, oui, double-cliquez sur la loupe, excusez-moi, je me suis planté. Vous double-cliquez sur la loupe, c'est ces petites images qui commencent à me perturber, en fait, dans Photoshop. Voilà. Ok, ça c'est l'image à laquelle vous l'avez vue quand vous avez choisi de la mettre à ces dimensions-là, on est d'accord? Bien. Eh bien, on va gérer la netteté sur l'image.
vous allez dupliquer le calque. Vous prenez le calque, vous l'amenez sur le bloc de feuilles, par exemple. Vous avez une copie. Donc, ce que je vous montre là, vraiment une astuce assez connue, surtout par des photographes, pour améliorer la netteté sur les photos, et surtout quand elles ont une petite dimension, en fait. Vous avez fait une copie. Vous allez dans le menu filtre. Filtre, divers, passe haut. Et vous cliquez sur OK. Et là, vous découvrez une nouveauté, un autre avantage des objets dynamiques, c'est que quand on leur met un filtre sur eux, ça ne modifie pas réellement les pixels, ça ajoute le filtre dans la palette des calques sur le calque en fait. Les pixels là, dans le calque, ne sont pas réellement modifiés, c'est juste le filtre qui s'est ajouté sur lui. Ok. Voilà. Il y en a qui connaissent apparemment. On fait passer le mode de fusion de normal à incrustation. Et là, vous avez un calque qui devrait normalement apporter de la netteté à votre image. Il suffit de tester. Vous enlevez l'œil en face du calque. Vous le remettez, ben vous voyez que ça souligne le détail. Ça, c'est l'accentuation des détails par passe haut. Mais alors, le niveau de passe haut peut être modifié, bien sûr. Vous allez pouvoir double-cliquer sur le mot passe haut et jouer sur le curseur de manière à choisir la force du détail que vous amenez. Il faut que ça reste naturel. Voilà. 0,5, voire même 3 dans mon cas, c'est déjà suffisant en fait. Voilà comment on arrive à avoir des images qui ont l'air super nettes quand elles sont même affichées en petit. Ok, pour ceux qui auraient loupé, je vais recommencer l'opération sur une autre image rapidement. Voilà l'image d'un jardin, visiblement, en plus il est bien flou là, à l'arrière-plan. C'est pas une image très nette. Ok, donc opération. Navigation. Je joue avec le curseur pour décider à quelle dimension je veux l'image. Ok, ça c'est la dimension. Je prends ça, la valeur qui est là. Je vais dans Image, taille... Ah, j'ai oublié un truc. Il faut me le dire quand j'oublie un truc. Hein. Avant d'aller dans Image, taille de l'image, il faut que je mette les pixels dans un objet dynamique, ce sera toujours mieux. Voilà. Donc je suis en train de répéter l'opération pour ceux qui voudraient revoir la technique. Donc, Image, taille de l'image. Je vais coller ici le pourcentage que j'ai été prendre dans la palette navigation. OK. Je double-clique sur la loupe dans la palette des outils, je vois l'image à la dimension que je viens de lui donner. Je duplique le calque. Tout ça peut être fait par des scripts. Si vous avez des centaines d'images à traiter, bien sûr, il y a les scripts. Qui connaît les scripts Photoshop ici? Les actions Photoshop, levez la main. C'est super intéressant quand vous avez des opérations répétitives à faire. C'est super intéressant les scripts. Donc j'ai dupliqué le calque, je lui mets le filtre divers passe haut. OK. Je le fais passer en mode incrustation au lieu de normal. C'est un filtre. C'est un filtre qui fait ressortir, comme tu as vu quand il est en mode normal, il souligne les objets qui sont dans la scène en fait. Hein, par un système qui s'appelle le masque flou. C'est un système qui existe avant l'infographie même. Les masques flous. Donc je le mets en mode incrustation, je double-clique sur le filtre passe haut, je règle la force de netteté que je veux.
Voilà, si je veux que ça en jette, on a besoin... En fait, c'est culturel aussi, hein, la netteté. Si vous allez par exemple en Allemagne, regardez un peu en Allemagne les photos dans les magazines, ils y vont à fond sur la netteté. Ils y vont beaucoup plus qu'en France sur la netteté. C'est culturel, c'est une question d'habitude. Ok, donc là, j'ai amené de la netteté, clairement, ça améliore la photo, voilà. Et moins il y en a, plus c'est net. Plus il y en a, plus c'est net. Bien. Alors il faut savoir que les filtres viennent avec leur masque de fusion qui permet d'empêcher que le filtre agisse à certains endroits, mais on ne va pas aller jusque-là maintenant. Bon, alors vous pouvez enregistrer les images que vous avez travaillées. Évidemment, elles étaient dans un format web quand vous êtes allé les chercher sur le web. Maintenant, elles sont dans un format Photoshop. On va les garder en format Photoshop. Donc, enregistrez-les au format Photoshop. Je vais ici indiquer que c'est la première version. Donc, je vais indiquer version 1. Voilà. Même chose pour l'autre ici. Enfin voilà, vous avez appris un truc pas mal. Comment faire en sorte que des images aient l'air d'avoir la pêche, d'avoir vraiment une bonne netteté, même si elles sont en petit sur votre sortie multimédia. Alors, si je veux modifier un peu la dimension de l'image, bon, par exemple ici, regardez ça, je vais aller dans mon programme de navigation, là, voilà ma palette navigation, et modifier un peu la dimension. Ok. Je vais regarder à combien je suis monté, là, je suis monté à 156,83, je vais copier ça. Ne faites rien, regardez juste. Je vais aller dans Image, taille de l'image et taper ça. Donc il y a des pixels qui vont réapparaître, puisque je travaille sur un objet dynamique, ça ne va pas amener du flou d'agrandir l'image, ça fait juste réapparaître des pixels. Double-clic sur la loupe, voilà mon image qui est un peu plus grande maintenant. Bon, il faut bien se rendre compte que le réglage de netteté qui était valable pour l'image petite n'est peut-être plus valable pour l'image qui est plus grande. Il faut donc double-cliquer sur le passe haut et aller remodifier les choses ici. D'accord ? Donc ça, il faut bien se rendre compte. Si en cours de route, vous modifiez la dimension de l'image, vous devez absolument retravailler le... C'était pas celle-là, c'était celle-là, voilà. Même ici, si je fais image, taille de l'image, je passe à 150% rapidement. 150, voilà. Le réglage de netteté n'est plus bon. Double-clic sur la loupe pour avoir un pixel de l'image sur un pixel d'écran. Double-clic sur passe haut et allez modifier ça. Bien. Ok. Alors, autre chose intéressante, on va voir comment faire du dodge and burn dynamique. Donc, peut-être que certains parmi vous ont déjà utilisé les outils ici qui permettent de modeler la lumière dans les photos. Outils densité moins, densité plus, ça vous dit quelque chose? Bon, ça c'est vieux, on n'utilise plus. En plus, sur des objets dynamiques comme ceux qu'on a, dès que vous essayez d'utiliser, ça met un message, vous devez pixeliser, vous annulez, vous ne pixelisez surtout pas. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter un nouveau calque au-dessus du calque de netteté, là. Vous allez demander d'ajouter un nouveau calque. Donc le calque de netteté est activé. Quand on crée un nouveau calque, il va se mettre au-dessus. Voilà. Un nouveau calque et vous allez choisir, dans ce cas-là, le mode incrustation. Et dans la boîte ici, vous allez d'office remplir avec couleur neutre pour le mode incrustation. Donc, il y a plusieurs solutions. Dans le menu de la palette des calques, vous demandez Nouveau calque, ou alors dans le menu calque là au-dessus, vous demandez Nouveau calque. Moi, il s'est ajouté, mais il n'y a pas cette fenêtre-là. Ou alors vous enfoncez la touche Alt et vous cliquez sur le bloc de feuilles. Voilà. Tu passes par les trois petites lignes, il t'affiche là. Donc, touche Alt et cliquez sur le bloc de feuilles. Il y a toujours plein de manières de faire dans Photoshop. Donc,
Mode de fusion va être incrustation. Et vous allez cocher ici couleur neutre pour le mode incrustation. Comme ça, d'office, ça va être rempli par un gris neutre. Un gris à 50%. Le voilà. Donc rien n'a changé en fait. Hein. C'est une autre photo? C'est ça, ou c'est toujours- Voilà, on essaie sur cette photo ici, puis vous allez pouvoir tester sur d'autres photos bien sûr. Alors, donc, mine de rien, je suis en train de vous montrer comment améliorer rapidement des photos qui viennent, que vous avez prises vous-même ou qui viennent du web. Améliorer la netteté par rapport à la dimension à laquelle on a décidé d'utiliser l'image, c'est une première chose qu'on a vue. Ensuite, améliorer modeler la photo vraiment. C'est ce qu'on fait maintenant. Alors vous allez prendre le pinceau tout à fait traditionnel, normal, là, l'outil pinceau. Alors vous allez modifier la dimension du pinceau comme je le fais là, et sa dureté, vous voyez, dimension et dureté. Vous savez comment on fait? On voit plus très bien maintenant que la lumière est Donc vous enfoncez sur le Mac les touches CTRL et ALT. Donc faites pas le malin et vous dire que CTRL c'est commande sur le Mac, c'est pas ça. Non, c'est vraiment les touches CTRL et ALT qu'il faut enfoncer. Vous les gardez enfoncés avec le bouton gauche de la souris, vous faites un cliquer glisser, ça modifie la dimension de la brosse. Et de haut en bas, donc de gauche à droite c'est la dimension, de haut en bas c'est la dureté. Donc ça c'est le raccourci pour le pinceau dans Photoshop. Donc j'ai d'abord activé le pinceau évidemment dans la palette des outils. Touche CTRL ALT, clic gauche de la souris, de gauche à droite la dimension, de haut en bas la dureté. Si vous êtes sur un PC, vous devrez utiliser le bouton droit du PC pour faire la même chose. Mais ce sera toujours CTRL ALT, mais sur le PC ce sera bouton droit. Alors on va aller chercher la palette couleurs, menu fenêtre couleurs. Oui, donc pour la réponse à ta question, mettez une brosse à bord floue, c'est mieux pour faire de la retouche qui s'intègre bien dans la photo. Donc palette couleurs. Dans la palette couleurs, est-ce que votre palette couleurs ressemble à ceci? Cette longue chose sur la droite là. Oui? Sinon vous l'agrandissez. Vous pouvez la détacher, l'agrandir. Alors ce qui m'intéresse dans la palette couleurs, ce sont les différents gris qui sont là sur la partie gauche. Je vais rapidement aller pouvoir choisir un gris ou l'autre. Alors là je prends par exemple un gris clair en mettant la pastille ici, vous voyez, et je dessine et ça éclaircit. Si je prends un gris foncé, je dessine, ça assombrit. Alors ce qui est intéressant, c'est que je suis en train d'amener dans ce calque là au-dessus, amener du gris clair et foncé, et je peux le faire autant de fois que je veux, ça ne détruit absolument pas l'image qui se trouve en dessous. Contrairement aux anciens outils densité plus, densité moins, qui eux étaient destructifs. Ici, je vais pouvoir modeler rapidement la dimension, les lumières dans une photo. N'hésitez pas à zoomer en arrière quand vous faites ça, faire des grandes brosses. Alors oui, il ne faut pas se gourer, j'étais avec le mauvais outil bien sûr. Voilà. Donc vous voyez que j'ai zoomé en arrière, hein. C'est très important dans Photoshop de zoomer en arrière pour pouvoir attaquer par exemple la photo là comme ça par l'extérieur. Bien, est-ce que ça apporte quelque chose ou pas? Il suffit d'enlever l'œil en face et d'aller regarder un peu la photo. Voilà, oui, je pense que par rapport à la photo originale, j'amène une ambiance différente là. Ok, je vais essayer rapidement sur une autre photo. C'est la photo de mon jardin ici, là. Donc, je vous rappelle la procédure, c'est l'occasion pour ceux qui auraient oublié. Je fais un nouveau calque en mode incrustation, rempli d'une couleur neutre. Ok. Je prends le pinceau tout à fait normal et je choisis avec quoi je dessine, du gris foncé ou du gris clair. Ok.
Donc ça permet vraiment de faire des effets qui peuvent être intéressants pour donner de l'ambiance dans les photos. Alors ici, on travaille sur des images qui viennent du web, elles sont JPEG et c'est pas l'idéal parce qu'on arrive très vite aux limites de la photo. Si vous travaillez sur une photo que vous avez prise vous-même en RAW, ce sera beaucoup mieux. Vous aurez plus de matière à travailler. Ok, est-ce que j'ai amélioré la photo là rapidement? Vous voyez que ça va très vite en fait. J'enlève l'œil en face et je regarde avant-après. Je pense que oui, en amenant comme ça du contraste dans la photo, ça peut améliorer les choses. Là, vous avez assemblé. Oui, donc on modèle la photo, on lui donne un peu plus de contraste. Je peux faire ça sur une photo, bien sûr, qui n'a pas reçu de netteté, comme celle-ci. Sur celle-là, je n'ai pas mis de netteté, mais je peux directement aller créer un nouveau calque. Mode incrustation. Je coche le remplissage de gris. Je zoome en arrière pour pouvoir aller travailler par l'extérieur. Et voilà, je gère les lumières dans la photo. Voilà, peut-être que l'arrière-plan n'est pas très intéressant ici, donc je peux l'assombrir peut-être. Ok. Voilà. Est-ce que ça améliore la photo ou pas? Je regarde en enlevant l'œil en face. Voilà, à vous de voir. Monsieur, si on peut gérer, enfin, de faire comme ça, je sais plus ce qu'on Tu dis, tu faisait avec les outils densité plus, densité moins? de toute façon, mon souci quand même, je sais plus. Faut pas hésiter à annuler aussi, hein, quand on a fait un truc et que c'est pas bon, vous faites un CTRL Z, vous réessayez avec un gris différent. Pour les portraits, ça marche pas mal du tout aussi. Hein. Bon, vous pouvez fermer les images là. On va réessayer sur d'autres images qu'on va aller chercher. On va aller chercher justement des images de portraits, ce sera plus sympa. Bon, moi j'y vais par Google cette fois-ci. Je vais demander des images supérieures à 2 mégapixels. Voilà, je vais rechercher des portraits. Bon, ben, prenez des portraits en couleur, ce serait pas mal. Donc, les portraits que j'ai été téléchargés sont là dans Photoshop. J'enfonce la touche F. Pour passer rapidement d'une image à l'autre, bien sûr, c'est CTRL tabulation. Voilà, c'est la même chose dans un navigateur web. Ok, alors, ce qu'on va voir ici, c'est la neutralisation des gris. Et puis ensuite, on va combiner les 3 techniques qu'on a vues aujourd'hui, neutralisation des gris, accentuation des détails, modelage des luminosités. On va les combiner dans une seule photo. Vous allez voir que c'est vraiment les 3 outils qui permettent de rapidement faire de la retouche photo. Après la formation que vous avez reçue aujourd'hui, si on vient chez vous avec une centaine de photos et qu'on vous demande de les retoucher et vous avez seulement 4 heures pour le faire, la réponse sera oui, vous pourrez le faire.
grâce à la technique, parce qu'on va faire intervenir aussi des scripts qui vont créer les calques pour vous. Vous n'allez pas devoir sur chaque photo faire les calques vous-même, c'est des scripts qui vont les faire. Ce sera une première approche pour certains d'entre vous de la création de scripts, l'automatisation dans Photoshop. Alors voilà, vous avez des portraits et on va ajouter un calque de réglage de type courbe. Vous allez donc chercher un calque de réglage de type courbe. Par exemple, ici en bas de la palette des calques, vous allez chercher les calques de réglage. Courbe, c'est vraiment le réglage professionnel, vraiment, c'est intéressant. Vous devriez voir le panneau propriété qui s'ouvre quelque part sur l'écran. Si vous ne le voyez pas, vous allez chercher dans le menu Fenêtre, Propriété. Voilà un calque de réglage de type courbe. Bon, je suppose que les calques de réglage, vous connaissez. C'est quelque chose qui se met au-dessus du calque pixel et qui va modifier l'aspect du calque pixel sans modifier réellement le calque pixel. C'est juste l'aspect qui va être modifié. Faites ça sur une des 3 photos seulement. Vous choisissez la photo au choix. Alors voilà, dans le réglage des courbes, vous avez le réglage des courbes. On va tester un peu pour ceux qui ne connaissent pas. Vous cliquez, ça met un point dans la courbe. Vous le bougez en hauteur, vous montez, ça met plus de lumière, vous baissez, ça fait moins de lumière. D'accord ? Si vous mettez un deuxième point que vous les bougez l'un par rapport à l'autre, ça gère le contraste. Une courbe en forme de S comme ceci donne du contraste. Une courbe en forme de S inversée enlève du contraste. D'accord ? On va voir une petite astuce un peu plus loin à ce propos, parce que si vous remarquez, quand vous mettez du contraste, ça change les couleurs. Il y a une astuce pour que ça ne change pas les couleurs. Mais ça, ce sera pour un peu plus tard. Je vais retirer les points, je les prends, je les sors du graphique là. En faisant un réglage sur le graphique ici, j'ai modifié les 3 canaux lumière ensemble. Rouge, vert, bleu étaient modifiés ensemble. Je peux aller aussi modifier chacun des canaux couleurs. Rouge, par exemple, quand j'augmente, ça fait du rouge. Quand je diminue, ça fait du cyan, du bleu cyan. Attention, c'est important ce que je suis en train de raconter là. Je vais sur la couche verte, quand je monte, ça fait du vert. Quand je descends, ça fait du magenta. Sur la couche bleue, quand je monte, ça fait du bleu. Quand je descends, ça fait du jaune. C'est important, pourquoi ? Parce que certaines personnes, elles ont une formation de graphiste et quand on leur parle de mélange de lumière rouge, vert, bleu, de corriger les couleurs avec des lumières rouge, vert, bleu, ils ne comprennent pas du tout. Mais en fait, vous avez remarqué que c'est la même chose. Le rouge, ça correspond à cyan. Vert, ça correspond à magenta. Et bleu, ça correspond à jaune. Pourquoi ? Mais tout simplement parce que si j'augmente le bleu, j'ai plus de bleu, mais si je diminue le bleu, je favorise les 2 autres couches, rouge et vert, qui ensemble, les lumières rouges et vertes, ça fait du jaune. Voilà. Et concrètement, avec la correction sélective, on sait faire aussi ça. Donc tu me poses la question, la correction sélective, c'est pour corriger une partie d'une image. Non, on a fait ça l'année passée. Ici, on fait une correction globale de l'image. Et pour les portraits, c'est super important de ne pas faire une correction trop sélective, sinon ça paraît artificiel à certains moments. Il vaut mieux rester en correction globale comme ça. Ok, donc, première chose à propos du réglage des courbes, vous avez compris que vous avez la possibilité de modifier le contraste quand vous êtes en RVB, mais aussi la couleur quand vous êtes sur rouge, vert et bleu, vous modifiez la quantité de lumière. Vous avez aussi compris que si vous êtes graphiste et que vous avez l'habitude de travailler avec des pigments cyan, magenta, jaune, ben c'est la même chose en fait. Rouge, vert, bleu, c'est cyan, magenta, jaune. Ok. Eh bien, on va remettre tout ça à 0. Vous allez jeter, si vous avez fait des points dans les réglages rouge, vert et bleu, vous allez les jeter. Parce qu'on va, dans un premier temps ici, automatiser. C'est Photoshop qui, pour vous, va bouger les courbes. Vous allez activer, une fois que vous êtes certain de ne plus avoir de points là, dans aucune des couches, vous allez travailler sur RVB, ouais, et vous allez utiliser la pipette grise, parce qu'en fait, il y a
3 pipettes qui sont là. Il y a une noire, une blanche et une grise. Je parle du liquide qui est à l'intérieur de la pipette. Hein. Sinon, elles sont toutes grises, hein, si on veut jouer à ça. La pipette grise vous permet de déterminer quelle est la partie neutre de l'image. Alors testez, parce que vous allez pouvoir tester, c'est du non destructif, puisque ça ne modifie pas les pixels. Vous cliquez n'importe où sur l'image à différents endroits. Et vous allez remarquer que, en principe, c'est prévu pour cliquer sur une partie qui est grise colorée. Et là où on clique, ça la transforme en neutre. Elle a moins de couleurs. Eh bien, cette technique vous permet de rapidement améliorer une image, que ce soit une image à portrait ou n'importe quoi. Le jardin de tout à l'heure, ça marcherait aussi. Voilà. OK? À un certain moment, vous avez l'ambiance colorée qui vous plaît. Ça vous permet de choisir l'ambiance colorée. Est-ce que vous voulez que ce soit froid comme ça ou plus chaud? Il faut cliquer. Et une fois que c'est bon, vous arrêtez, quoi. Bon. À un certain moment, il faut aussi analyser. Est-ce qu'on est allé trop loin? Est-ce que c'est moche? Ok, je vais faire une ambiance un peu plus froide ici, voilà. Et vous voyez ce qui se passe, donc Photoshop bouge pour vous les courbes. Il a, dans mon cas, augmenté la quantité de lumière bleue, diminué le vert et le rouge. Ah oui, j'ai oublié de vous dire que vous pourriez, pour que ça fonctionne mieux, ici, faire en sorte que la pipette n'utilise pas un seul pixel, mais plusieurs. À la place de échantillons ponctuels, ce serait pas mal de passer en moyenne 5 par 5. Moyenne 5 par 5, c'est le seul réglage qu'il y a pour la pipette grise. Et ça va prélever la couleur de 25 pixels, 5 x 5, au lieu de le faire sur un seul. Quand vous avez affaire à des images qui ont beaucoup de grains, c'est intéressant d'étendre la taille de l'échantillon ici de la pipette. Ok. Alors, si vous voulez voir l'avant-après, bien sûr, dans la palette des calques, il suffit d'enlever l'œil en face du calque de réglage et vous avez l'avant-après. Donc la photo que je suis allé chercher sur le web là était clairement un peu jaunâtre. Et grâce au réglage des courbes, j'ai réussi à l'améliorer. Voilà, vous gardez l'image ouverte et on va passer à une autre. Alors, les images qui sont sur le web, généralement, elles sont en sRGB, c'est le profil couleur. Quelque chose qui peut déjà améliorer pas mal la photo, c'est d'attribuer à la photo l'espace sRGB. Et ça se fait dans le menu Édition, Attribuer à profil. Édition, Attribuer à profil. Si vous choisissez ici dans la liste Profil sRGB, c'est tout en haut, c'est un profil standard. Mais c'est d'ailleurs ça que ça veut dire, standard RGB. Le voilà. Voilà. Si vous attribuez à la photo le profil sRGB, ça pourrait déjà peut-être améliorer les choses. Donc ici, ça ne le fait pas, mais parfois ça va améliorer les choses de faire ça. Voilà, vous gardez l'image ouverte et on va passer à une autre. Alors, les images qui sont sur le web, généralement, elles sont en sRGB, c'est le profil couleur. Quelque chose qui peut déjà améliorer pas mal la photo, c'est d'attribuer à la photo l'espace sRGB. Et ça se fait dans le menu Édition, Attribuer à profil. Édition, Attribuer à profil. Si vous choisissez ici dans la liste Profil sRGB, c'est tout en haut, c'est un profil standard. Mais c'est d'ailleurs ça que ça veut dire, standard RGB. Le voilà. Voilà. Si vous attribuez à la photo le profil sRGB, ça pourrait déjà peut-être améliorer les choses. Donc ici, ça ne le fait pas, mais parfois ça va améliorer les choses de faire ça. Voilà, donc c'est une des premières choses à faire quand vous allez chercher une image sur le web, vérifier qu'elle est bien en sRGB dans Photoshop, donc édition, attribuer un profil peut améliorer les choses. Donc ici ça a changé, tiens, quand je viens de mettre le sRGB sur l'image de Barack Obama, je coche et je décoche la case aperçue, oui,
Au niveau de la lisibilité dans le veston, ici, ça a changé pas mal de choses. C'est moins, ça a débouché les parties les plus sombres de la veste. Donc voilà, le fait d'appliquer le profil sRGB, menu édition attribuer un profil, sur une image qui vient du web, typiquement, ça va la remettre vraiment dans les conditions dans lesquelles elle doit être vue. Je reviendrai sur ces histoires de profil sRGB à un certain moment. Alors voilà, vous allez démarrer d'une image qui n'a pas encore de calque du tout, et on va ajouter cette fois-ci les trois choses qu'on a vues, la neutralisation des gris, l'accentuation des détails, le calque qui permet manuellement de modifier, de modeler la photo, on va les ajouter. Mais attention, ne commencez pas tout de suite parce qu'on va faire ça en ayant la boîte de script qui va enregistrer tout ce que vous faites. L'intérêt, c'est qu'une fois que ce sera enregistré, une fois que vous aurez fait ça sur une des photos, vous pourrez en un clic et en moins d'une seconde ajouter tous les calques que vous voulez. Là, les trois calques dont on a parlé vont être ajoutés sur n'importe quelle photo. Vous pourrez même, grâce au traitement par l'eau, indiquer à Photoshop un dossier qui contient des dizaines ou des centaines de photos et il va les traiter tout seul, il va leur rajouter les calques. Vous n'aurez donc plus qu'à ouvrir les photos et les manipuler sans devoir créer les calques. On va donc demander à Photoshop de travailler pour vous. C'est les scripts. Ok, donc vous avez une photo sans calque, vous allez chercher menu fenêtre action, parce que dans Photoshop, les scripts, on les appelle des actions. Avant, on les appelait des scripts. Et maintenant, ça a changé de nom, ça s'appelle des actions. Alors vous allez dire, mais on s'en fout, c'est pas très important. Mais si, c'est important. Parce que, à un autre endroit de Photoshop, dans le menu Fichier, vous avez des scripts. Alors c'est quoi la différence entre les actions et les scripts ? C'est pour ça qu'ils ont changé le nom de la palette script, ils l'ont appelé action. C'est parce qu'il y a également des scripts qui sont des automatisations sur les images. On peut même aller en chercher sur le web et les ajouter à Photoshop. C'est parfois gratuit. Mais c'est de la programmation JavaScript. C'est du JavaScript. Vous ne pouvez pas créer vous-même un script, à moins de connaître le JavaScript. Ça va être difficile. Il y a des tutos chez Adobe pour les professionnels du développement de Photoshop. Il y a des tutos pour créer soi-même des scripts en JavaScript pour Photoshop. Mais la différence, c'est que c'est quand même vachement plus compliqué de les faire. Pas de les utiliser, mais de les faire. Les scripts JavaScript qu'on trouve dans le menu Fichier Script. Par contre, ici, dans le menu Action, c'est super facile à faire. Enfin, quand on a quelques astuces. Alors vous allez faire, dans le panneau Action, là, vous allez faire un dossier et vous allez lui donner le nom que vous voulez. Donc ça, c'est un dossier. Donc vous avez créé un dossier vide. On va mettre un script dedans. C'est un ensemble en fait, oui. Donc il suffit de cliquer sur l'icône de dossier ici. Oui. Donc vous avez votre ensemble qui est là sélectionné. Vous allez cliquer sur l'icône du bloc de feuilles. D'abord, il faut faire un script. Créer une action, voilà. Vous lui donnez le nom que vous voulez, mais ici on va quand même lui donner un nom qui est évocateur de ce qu'il va faire. Hein. Il va faire un calque, il va faire des calques. Je raccourcis parce que on ne peut pas faire un nom très long. Hein. Calque neutre, voilà. Et accentuation. Et quoi d'autre? Ah oui, et modeler les lumières. Voilà. Voilà comment je l'appelle. Oups, c'est malin. Donc, qu'est-ce qu'on avait dit? Calque neutre et accent et modeler lumière. Voilà. Bon, ok. Et vous cliquez sur enregistrer, mais à partir de là, vous ne devez pas faire n'importe quoi dans Photoshop. Même passer d'une image à l'autre, c'est enregistré. Hein. Donc vous restez sur l'image sur laquelle vous êtes en train de travailler et on va
faire les différents calques. Vous voyez, ça enregistre. Hein. Alors, bonne question. À chaque fois qu'on ouvre Photoshop, est-ce que le script d'action qu'on est en train de créer sera là? Il y a une macro Eh là. Il y a une macro là. Une touche qu'on peut attribuer. Oui, il sera là en fait. Il va se retrouver là, oui. Et ça peut même se transférer d'un Photoshop à l'autre, parce que dans le menu ici, il y a ce qu'il faut pour l'enregistrer en tant que fichier d'action sur le disque dur, pour pouvoir le charger dans un autre Photoshop. Et avec le Creative Cloud, il est même chargé sur le cloud. Si tu voyages d'un ordinateur à l'autre et que tu te logs avec ton identifiant Adobe, tu retrouves tout ça, qui arrive tout seul dans ton Photoshop. Donc ça s'enregistre, oui, de différentes manières. Ok, alors, palette de calques, on y va. Première chose qu'on va faire, c'est faire un calque de réglage de type courbe. Donc, vous allez faire un calque de réglage de type courbe. Voilà, il est là. Ne faites rien, ne modifiez pas la courbe. Hein. Regardez ce qui s'est passé dans le script ici. Il vous indique qu'il a créé un calque de réglage de type courbe. Voilà, donc il a enregistré que vous avez créé un calque de réglage de type courbe. Bien. Deuxième chose à faire, on va dupliquer le calque d'arrière-plan. Donc vous cliquez sur le calque d'arrière-plan et vous l'amenez sur le bloc de feuilles pour faire un duplicata. Hein, on a oublié de faire des objets dynamiques avec ça. C'est pas grave, on va le faire maintenant. Vous allez pouvoir convertir cet arrière-plan copie en un objet dynamique. Clic droit, convertir en objet dynamique. Celui de base, on peut le faire aussi, mais voilà, oui, vous pouvez cliquer sur lui, convertir en objet dynamique, oui. N'oubliez pas, ensuite, on va recliquer sur l'arrière-plan copie et on va le placer au-dessus du calque de réglage. Attendez un peu, non, il est bien à cet endroit-là, finalement. Le calque de réglage peut se mettre pas au-dessus de tout. Oui, oui, on va laisser comme ça, c'est bien. Est-ce que vous avez ça, finalement ? Les deux calques identiques qui sont des objets dynamiques. Ok. Sur le calque du dessus, là, l'arrière-plan copie, hein, celui-là, on va mettre un filtre. Filtre, divers, passe haut. Ok, vous cliquez directement sur OK et vous n'allez pas modifier le passe haut. Voilà. Ce calque, vous allez le faire passer en mode incrustation. C'est tout ce qu'on a fait avant, en fait, ça. Hein. On est en train de le faire pendant que ça enregistre. Donc, mode incrustation. Voilà. Alors, l'étape suivante, c'était de mettre le calque qui permet de faire le modelage des lumières. Donc, je crée un nouveau calque. Hein, par le menu ici, par exemple, nouveau calque. Souvenez-vous qu'il devait être en mode incrustation et qu'il devait être rempli de gris neutre au départ. Ok. Il est là. La couleur du sang. Oui, on va un peu modifier l'empilement des calques ici. En fait, lui, il va au-dessus de tout, oui. Par contre, le réglage des courbes qui neutralise devrait aller en dessous du calque qui fait la netteté. Je pense que ce sera mieux. Non, juste au-dessus, voilà, comme ça, voilà. Il faut être logique un peu de la manière dont ça va se passer. Donc la netteté est juste au-dessus du calque d'origine, puis on a le calque qui va neutraliser, puis on a le calque qui va permettre de modifier les luminosités. Voilà, ça me paraît bien. On va arrêter l'enregistrement du script. Vous cliquez sur l'icône du petit carré. Et voilà, votre script est fait. Alors on va tester le script que vous avez fait. Mais on va le tester évidemment sur une image qui n'a pas encore de calque. Donc CTRL-ALT, vous allez vers une image qui n'a pas encore de calque. Pour l'instant, donc, enfin, je veux dire en dehors du calque d'arrière-plan, bien sûr. Hein. Donc, vous allez maintenant dans la palette des scripts. Il va falloir cliquer sur le nom du script. Alors attention, ce n'est pas n'importe quoi que je suis en train de dire ici. Le nom du script. Parce que ça, c'est pas le script, ceci.
Ceci, c'est l'ensemble de script. C'est vraiment le nom du script. Voilà, il est prêt à jouer. Il suffit de cliquer sur le bouton de lecture et de regarder ce qui se passe dans la palette des calques. Donc le bouton lecture, bien sûr, le petit triangle. Voilà, et voilà, c'est fait. En moins d'une seconde, vous avez vos calques qui ont été créés. Vous voyez l'intérêt d'automatiser dans Photoshop quand vous avez quelque chose de répétitif à faire. C'est quand même rapide. Bon, bien sûr, vous ne faites pas de ça plusieurs fois de suite, sinon vous allez ajouter à chaque fois des calques. Hein. On n'a besoin que d'un seul jeu de calques comme ça. Donc évidemment, la suite, c'est de faire le boulot maintenant, avec ces calques. Donc je le fais ici. Je vais commencer par le calque de neutralisation. Je prends la pipette grise dans le panneau propriété. Je clique à différents endroits pour donner l'ambiance colorée que je veux à l'image. En fonction du sentiment que je veux faire passer, bien sûr, dans l'image. Hein, c'est pas anodin la coloration qu'on donne là. Ok, supposons que ce soit ça que je veux. J'ai un peu donné plus de chaleur à la photo. Je vais ensuite simplement double-cliquer sur le mot passe haut pour aller régler la netteté. Voilà, avec le curseur, je règle la netteté. Je n'ai pas pris l'étape ici de modifier la dimension d'image en fait. Donc l'image est voilà, avec la dimension qu'elle avait. Bien. Je vais activer le calque du dessus et dessiner en gris plus ou moins clair au pinceau dedans. Et voilà, le boulot sera fait. Donc voilà comment vous allez pouvoir retoucher 200 photos en 4 heures. Donc voilà. Très intéressant. Alors quand vous retouchez le calque du dessus, le Dodge and Burn, faites quand même gaffe de ne pas aller mettre de la couleur. Parce que si vous choisissez de la couleur à la place du gris, quand vous dessinez, ça va coloriser. Voilà. Bon, c'est pas vraiment bon. Donc c'est pour ça que je reste sur la partie gauche de la palette couleur pour dessiner avec du gris. Ok, est-ce que les choses ont été améliorées ou pas? Pour le savoir, je vais dans la palette des calques et je vais faire en sorte qu'il n'y ait plus que le calque du dessous qui soit affiché. Il y a un raccourci, c'est la touche Alt. Quand vous cliquez sur l'œil du calque d'origine, tous les autres s'en vont de l'affichage. Et vous voyez l'avant-après. Il est encore temps d'aller modifier, si vous voulez, la netteté. Je veux dire la neutralisation des gris. Oui, la netteté aussi d'ailleurs. Enfin, tout est modifiable. C'est ça qui est génial, c'est que tout reste modifiable. Donc ça c'est important, dès que vous devez dans un projet montrer les personnages, les employés d'une entreprise par exemple, ou quand vous devez faire des cartes de membres, les cartes d'une entreprise, cartes de visite, enfin des cartes d'accès plutôt, donc ça peut être, c'est quand même mieux que quand les gens sont à leur avantage que la photo a été un peu retouchée.
Bon, sur la photo qui vous a servi à faire le script, on n'avait pas modifié les choses, donc vous pouvez y aller tester aussi.